Je voudrais que vous nous rappeliez, tout le monde n'a pas en mémoire le Petit Lavis, de quelle période il s'agit entre d'un côté les Mérovingiens et de l'autre les Capétiens, pour un peu moins de 3 siècles. C'est assez simple, c'est à partir du milieu du 8e siècle, 751 exactement pour le couronnement et la consécration de Pépin, jusqu'à 987, c'est-à-dire la fin du 10e, avec l'avènement du Capet et l'extinction de la dynastie carolingienne. Donc nous avons auparavant une période qui va de Clovis, on pourrait même remonter plus loin pour les Mérovingiens, plus haut, qui va de Clovis, dans les années 485, jusqu'à Pépin le Bref, 750, sachant que la famille de Pépin le Bref, qu'on appelle les Pipinides, s'est installée dans les environs du pouvoir, puis a conquis le pouvoir lui-même à partir du début du 8e siècle, l'ancêtre éponyme, Karl Martel, qui a donné carolingien. Celui qui a arrêté les musulmans à Poitiers, c'est bien Voilà, mais qui a aussi massacré beaucoup de Provençaux et qui avait la main lourde quand il s'agit d'ouvrir les voies aux seigneurs et à ses vertus. Voilà pour la chronologie. Un mot aussi de la géographie de ces pouvoirs. Jusqu'à Napoléon, pratiquement, il n'y a jamais eu de moment où un empire a été aussi large. Jamais autant de peuples et de territoires. Mais à l'époque, on s'intéresse davantage aux peuples qu'aux territoires qui sont eux-mêmes mouvants. Cela va de l'Atlantique et de la mer du Nord, et presque de la Baltique, jusqu'à l'Elbe, pour aller de gauche à droite, si je peux dire, et de haut en bas, depuis les Pyrénées, un peu au-delà, avec des tentatives vers la Navarre et vers la Catalogne, jusqu'au nord de la Flandre, et avec deux noyaux essentiels, la Francie occidentale, centrée autour de l'Île-de-France, comme son nom l'indique, et puis la vallée du Rhin, dont la famille carolingienne est issue. Mais n'oublions pas aussi l'appendice italien, qui a joué un très très grand rôle dans la destinée de la dynastie carolingienne. Puisque posséder à la fois Rome, Paris, Aix-la-Chapelle, c'était tenir l'Occident. Avec des moments d'unité et des moments au contraire de séparation. Eh bien, le royaume des Francs se subdivise lui-même en différentes royautés, mais constitue un concept qui n'est pas sécable. On parle du royaume des Francs, qu'on soit en Italie, en Île-de-France, en Germanie ou en Catalogne. Mais ce royaume se divise en royautés qui sont confiées à des membres de la famille, et au sommet est coiffé par une notion qui est purement idéologique, mais l'idéologie ça compte beaucoup, qui est l'Empire. Donc il y a l'Empire qui coiffe le royaume des Francs, qui eux-mêmes se répartissent sur la carte, si j'ose dire, de l'Occident, un roi d'Italie, un roi de France orientale, un roi de France occidentale, un roi d'Aquitaine, et quelques autres. Alors, quelques mots sur vos sources, parce que vous montrez très bien dans votre livre, Laurent Theiss, que pendant longtemps, ces dames n'ont pas été considérées. Elles le sont davantage depuis quelque temps, grâce à des historiens et des historiennes auxquels vous êtes redevables. D'ailleurs, l'ère du temps joue à cet égard. Quelles sont les sources? Comment peut-on les connaître? Il y a les chroniqueurs du temps et puis un certain nombre d'archives qui demeurent. Alors, il y a, si je puis dire, une fenêtre quasi providentielle entre la fin du 8e siècle et la fin du Xe siècle, où, par ce qu'on appelle la Renaissance carolingienne, qui est au fond un retour, mais un retour amélioré à la période antique et aux pères de l'Église, eh bien, l'archive se met à proliférer grâce aussi au support sur lequel l'archive est établie. Nous avons conservé peu d'archives mérovingiennes parce qu'elles étaient sur papyrus et que le papyrus est extraordinairement fragile. Il est probable que les Mérovingiens écrivaient, pas tout autant que les Carolingiens, mais écrivaient, mais ce qui nous en est resté, ce sont des copies, et naturellement on ne recopie pas ce qui ne compte pas. Alors qu'on est mieux servi pour les 236 années, en gros, 270 années pour les Mérovingiens, 236 années pour les Carolingiens, on est mieux servi par les sources. On est infiniment mieux servi. Il est frappant de découvrir la masse énorme de parchemins, plus tard transcrits sur du papier, mais les documents originaux qui nous sont parvenus ou qui ont été transcrits au cours du Moyen-Âge constituent une masse qui se compte par milliers, par dizaines de milliers, j'ose pas dire par centaines de milliers de feuillets. Et par exemple, quelqu'un que nous rencontrerons peut-être plus tard, comme l'évêque Alkmaar de Reims, a lui-même écrit des dizaines et des dizaines d'ouvrages, et il faut se rendre compte de ce que ça constitue quand on a un calame, c'est-à-dire un instrument en roseau, qu'il faut tremper dans une encre qui est elle-même assez peu liquide, sur un parchemin qui est lui-même très difficile à couvrir, alors qu'on n'a pas de lumière, alors qu'on n'a pas de bureautique. Eh bien, il faut imaginer ces gens, par régiment entier de moines et de scribes, en train d'écrire jour et nuit ce que leur dictent les seigneurs laïcs et surtout les seigneurs ecclésiastiques. Il y a donc là une masse documentaire dont nous avons conservé, estiment les spécialistes, à peu près 10% de ce qui a été produit à l'époque. Ah, seulement 10%? Oui, mais 10% qui font eux-mêmes 10 fois ce que les Mérovingiens ont produit.
Il arrive, dites-vous, que ces chroniqueurs soient inspirés par ceux de l'Antiquité, les copies. Hincmar a beaucoup lu Suétone. Hincmar et tous les chroniqueurs, le biographe de Charlemagne, qui s'appelle Éginard, un de ses familiers, a recopié des formules entières de Suétone, et donc l'Antiquité latine et surtout l'Antiquité tardive, celle de l'époque augustéenne et la suivante, a procuré des formules dont les clercs carolingiens se sont emparés en les transformant, puisque les premiers siècles de notre ère, qu'il s'agisse des siècles chrétiens ou encore de l'Antiquité tardive, constituent un horizon culturel indépassable pour les Carolingiens et encore pour longtemps. Mais eux ont reconquis, ont récupéré le matériau que les Mérovingiens, qui étaient trop près sans doute de leur source, avaient négligé et dont les préoccupations littéraires étaient tout à fait secondaires par rapport à l'exercice d'une royauté encore chancelante. Alors, vos reines laurentaises qui surgissent de ce lointain, nous allons maintenant les rencontrer, les retrouver. Et pour être très concret, je vous propose de partir de l'exemple de cette Berthe au grand pied qu'évoque Villon dans son poème. Et c'est un grand pied que vous mettez en doute, si je puis dire. C'est un grand pied qui me paraît être métaphorique. C'est-à-dire, elle est affublée, comme l'était d'ailleurs la reine Pédoc, dont on signale une parenté, je dirais, littéraire entre Pédoc et Berthe, via le pied, justement. Elles sont au grand pied, au bon pied, au pied palmé, au pied doigt. Le pied doigt est une caractéristique, un handicap que les chirurgiens connaissent bien jusqu'aujourd'hui. Et ce pied de Berthe a permis, si j'ose dire, de la figer dans une posture qui lui a permis d'accéder à la postérité. Mais dans son temps, elle a incarné très fortement, et dès le début, très fortement, une monarchie où la reine tient une place que le roi non pas lui concède, mais quelquefois même provoque et recherche. Le syntagme est déjà figé au temps de Villon, c'est-à-dire quelques 6 siècles plus tard. Le grand pied, c'est donc la deuxième moitié du XIIIe siècle, pour ce que nous en savons, mais nous ne savons pas tout. Alors je rappelle que c'est la première de votre liste, puisqu'elle est la femme de Pépin le Bref, Pépin III, et que d'ailleurs elle s'appelle plutôt Bertrade à l'époque. Mais enfin, expliquez-nous comment on fabrique une reine, pour reprendre une formule que j'emprunte à la fabrique de l'histoire de notre cher Emmanuel Laurentin. Généralement, on la considère très tôt. C'est-à-dire que dans la haute aristocratie, puisque les reines carolingiennes sont presque toutes recrutées de la haute aristocratie franque, alors que les reines mérovingiennes l'étaient très souvent à l'étranger, notamment dans l'Espagne visigothique. Il y avait un aspect diplomatique plus grand à l'époque antérieure. À l'époque antérieure. Là, la royauté franque s'est élevée à un niveau tel que, à part l'empereur byzantin, le marché des reines est extrêmement restreint et on préfère conclure des alliances à l'intérieur de l'aristocratie pour se procurer des beaux-frères et des beaux-pères qui vous aident dans l'exercice du pouvoir royal. Donc c'est dans ce haut milieu de la haute aristocratie que sont recrutées les reines qu'on sélectionne à partir de l'âge de 10 à 12 ans et qui ont reçu, dans cette haute aristocratie, une éducation souvent remarquable. Il est avéré que les reines sont plus instruites que leurs conjoints masculins. Nettement plus instruites. Pourquoi ? Parce qu'elles ont été élevées généralement dans des couvents ou à l'ombre de monastères où la culture se répand et se diffuse. Et quand elles arrivent dans la couche royale, elles sont déjà munies d'un arsenal idéologique, quelquefois même théologique et même politique, puisqu'elles sont chargées dans le lit du roi d'apporter les vertus, mais aussi les capacités des familles dont elles sont issues. Donc cette reine est fabriquée sur pièce et sur place et dans un panel dans lequel la famille royale choisit. Les conjoints en question, les souverains ne sont pas irrités par cette différence ? Ils en sont fiers ? Je ne crois pas que le problème se soit posé en ces termes, mais ils profitent et ils mettent en valeur la culture et les vertus, ça va ensemble, de leur conjointe, vertus aussi qui sont celles de la reproduction. La femme est aussi recrutée pour ses vertus prolifiques
qui sont vérifiés généralement chez sa mère, chez ses tantes ou chez ses sœurs. Lorsque la fécondité n'est pas là, se pose un problème que peut-être nous verrons plus tard. Il y a parfois des fécondités impressionnantes, puisque l'une des épouses de Charlemagne meurt très jeune, à 25 ans, après avoir eu 9 enfants. Elle a eu 9 enfants, la bonne reine Hildegarde, grâce à quoi son mari l'a honorée, notamment au moment de sa mort, en faisant de grandes cérémonies, a fait un grand voyage pour assister à son décès. Bref, la mise en honneur. Une autre aussi qui est très performante, c'est la reine Ermentrude, plus tard impératrice, femme de Charles le Chauve, qui elle-même a donné naissance à au moins 10 enfants, dont 7 ont été conservés, et que son mari, du coup, a beaucoup promu et a installé même dans la liturgie de l'abbaye de Saint-Denis, où le nom d'Ermentrude a été célébré jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. À telle enseigne que ces reines arrivent rarement jusqu'à 50 ans. Soit elles n'arrivent pas, soit tout se passe avant 30 ans, soit certaines, au contraire, survivent à leur mari et alors peuvent aller jusqu'à être octogénaires comme nous-mêmes. Une chose que vous montrez bien, Laurent Theiss, c'est que se clarifie progressivement la différence entre le mariage et le concubinage, ce qui n'était pas absolument clair toujours à l'époque des Mérovingiens. Eh bien, à la polygamie concomitante a succédé peu à peu une polygamie, quand il le faut, successive. Il est inconcevable, même si c'est arrivé une fois à ma connaissance, qu'un roi franc reste sans épouse. Lorsqu'une épouse disparaît, il est obligatoire qu'elle soit remplacée, d'une part parce qu'on n'a jamais trop de garçons, puisqu'on estime qu'un garçon sur 3 arrive à peu près à l'âge adulte, et en tout cas est en mesure de régner, qu'il ne faut pas seulement être adulte, il faut avoir des vertus physiques, morales, intellectuelles qui permettent d'exercer le pouvoir, et d'autre part parce que pour administrer le palais, pour remplir les tâches qui sont dévolues à la reine, il faut une maîtresse de maison. D'ailleurs, quand Hildegarde, la femme de Charlemagne, disparaît, après ses 9 enfants, il la pleure beaucoup, il l'aimait beaucoup, mais il se remarie très vite. Très vite, avec une fastrade, qui elle-même n'a pas d'enfant et qui meurt tôt, qui est remplacée elle-même par une Luthgarde, et ce sera la 5e et dernière qui sera entrée en mariage légitime. Après, il aura quelques concubines, quelques femmes de plaisir, mais avec lesquelles il ne conclura pas de mariage, parce que trop, c'est trop. Comment l'Église intervient-elle pour clarifier la différence entre ce concubinage et le mariage à proprement parler? Comment impose-t-elle son autorité? C'est progressif. Il y a une convergence d'intérêts, je crois, entre la grande aristocratie laïque et l'aristocratie ecclésiastique. En effet, les Carolingiens sont advenus à la suite de ce qu'on appellerait, avec un certain anachronisme, un coup d'État. C'est-à-dire que le dernier mérovingien a été renvoyé dans ses foyers, en l'occurrence dans un monastère, après avoir été tondu, où il est mort, d'ailleurs après l'avènement de Pépin III le Bref. Et ce coup d'État, qui était basé sur la force, légitimée ensuite naturellement par des considérations théologiques et ecclésiastiques, a fait que la légitimité de la dynastie pouvait paraître fragile. Et pour, au fond, la renforcer, il a fallu que sa légitimité, que sa descendance soit elle-même consolidée par des vertus, par la Providence elle-même. Et la Providence elle-même ne s'exerce et ne s'exprime que par l'intermédiaire de la Haute Église, c'est-à-dire les évêques qui ont couronné et consacré les rois carolingiens, aucun roi mérovingien n'a jamais été sacré, et qui permettent à la descendance d'être bien ancrée, d'avoir les pieds sur la terre, mais aussi la tête dans le ciel, de façon à ce que la légitimité ne soit jamais contestée. Et pour qu'elle ne le soit pas, le mariage a tendance à devenir de plus en plus monogame, s'inscrivant dans la tradition biblique, celle d'Abraham et de Jacob, celle de Sarah et celle de Rebecca, de façon à ce qu'il n'y puisse pas y avoir de concurrence dans la haute aristocratie, une lignée qui, comme les Carolingiens l'ont fait eux-mêmes, viendrait à devenir si puissante que les Carolingiens seraient éliminés en faveur d'une autre dynastie, ce qui arrivera d'ailleurs quand les Capétiens prendront le pouvoir en 987. Et certaines reines sont en tout cas bénies et quelquefois sacrées, et accèdent même au statut d'impératrice. Quelques-unes deviennent impératrices à côté de leur conjoint, ce qui est évidemment le sommet de la hiérarchie des dignités franques. Et donc, le mariage se resserre, une seule femme, un seul mariage, et au fond, le mariage devient l'endroit à la fois le plus fragile, parce que l'attaquer, c'est attaquer la légitimité royale, mais aussi le plus protégé et le plus consacré, puisque c'est là que se conçoit la succession dynastique, qui est quand même la grande affaire de la famille carolingienne. Il faut qu'un descendant de Charles Martel et de Pépin le Bref soit toujours présent au rendez-vous de l'histoire, et ils l'ont réussi pendant assez longtemps, et peu à peu, la dynastie s'est étiolée, et les mariages eux-mêmes se sont affaiblis. En somme, il s'agit que le mariage réponde à la fois aux nécessités du droit, de la morale et de la religion.
Exactement, mais j'ajouterai juste un seul mot, c'est que ce mariage, dès lors qu'il est consacré et monogame, profite à la condition féminine, de plus en plus fortement, parce que la reine, quand elle est installée dans un mariage béni et consacré, n'est plus expulsable comme une simple concubine. Et dès lors, son statut grandit, et quand elle procrée, elle devient quasiment intouchable, d'autant que son consentement est toujours requis, et que sa personnalité juridique est de mieux en mieux établie. Alors, il y a la procréation qui est un fondement essentiel de son autorité, l'autorité des reines dont nous parlons ce matin, des reines carolingiennes, mais il y a aussi l'action, c'est-à-dire le fait qu'elle est associée de plus en plus à la gestion des affaires courantes. Je vais vous faire entendre historiographie d'époque. Je vais vous faire entendre un extrait de l'heure de culture française du 1er juillet 1955 avec une citation de Hincmar que vous avez déjà évoqué, Laurent Theiss. L'économie intérieure du palais, à l'exception de la boisson, de la nourriture et aussi des chevaux, et spécialement la pompe royale, et encore la réception des dons annuels des vassaux, appartenait à la reine d'abord, et sous ses ordres au chambrier. Selon les circonstances, tous deux avaient à prévoir à temps l'avenir, de telle sorte que quelque chose ne vint pas à manquer au moment opportun et quand on en avait besoin. Quant aux dons qu'apportaient les diverses ambassades, c'était l'affaire du chambrier, à moins que, sur l'ordre du roi, il ne dût en conférer avec la reine. Dans l'administration de toutes ces choses et autres du même genre, la reine et le chambrier agissaient de telle sorte que, libres de toute inquiétude domestique et sans souci des affaires intérieures du palais, autant du moins qu'il était raisonnable et convenable, le seigneur roi put, ne cessant jamais de mettre son espoir en Dieu Tout-Puissant, avoir l'esprit toujours prêt à organiser et à maintenir l'ordre du royaume entier. Sur le fait que la reine soit associée à la gestion des affaires courantes, Laurent Theiss, nous avons des documents. Par exemple, vous le citez, ce capitulaire des Willis. Capitulaire, c'est quoi d'ailleurs ? Le capitulaire, c'est un document officiel qui rétablit par chapitre les décisions qui ont été prises par l'Assemblée générale des Francs 1 ou 2 fois par an. Eh bien, ce document, qui est à la fois prescriptif et comptable, et qui a été donc rédigé au tournant du IXe siècle, sur ordre et au nom de Charlemagne, apporte des indications factuelles sur le rôle de la reine. Il écrit « Nous voulons que tout ce que nous, ou la reine, aurons ordonné à un quelconque intendant, ou qu'un de nos officiers, le sénéchal ou le bouteiller, aura ordonné à nos intendants, en notre nom ou en celui de la reine, soit parfaitement exécuté, et que quiconque se sera rendu coupable de négligence s'abstienne de boire jusqu'à ce qu'il comparaisse en notre présence ou en celle de la reine. Quant à nos veneurs et à nos fauconniers, est-il ajouté, ou d'autres officiers quelconques qui nous servent dans le palais, qu'ils aient de bons conseils dans nos domaines, selon les ordres écrits par nous ou par la reine. Rien de plus explicite. La reine, en effet, tient un rôle dans l'administration. Elle le tient d'autant mieux que la reine est sédentaire, alors que le roi, que le prince, est très souvent enchevauché, loin de ses bases, si je puis dire, même si le palais n'est pas une construction pérenne. Le palais, c'est là où se trouve le roi. Mais enfin, le palais n'arrive pas toujours à suivre quand on va en cours de l'Aquitaine au Rhin. Et donc, c'est un élément stable. La reine, c'est un élément stable à tous égards, et notamment dans cette gestion d'un élément qu'on ne connaît pas assez et qui est à mon avis essentiel, c'est le trésor. Trésor royal. Le trésor royal, c'est non seulement tout le fourniment de couronnes, de sceptres, d'épées, de tissus précieux, mais c'est également ce qu'on montre aux visiteurs, qu'on ouvre, le coffre qu'on ouvre, pour montrer la puissance. Le roi, d'une certaine manière, est assis, métaphoriquement, ou quelquefois réellement, sur son trésor, qui est incomparablement plus élevé que le plus élevé de ses aristocrates. Et ce, quand le trésor diminue, que le pouvoir du roi s'affaiblit de façon concomitante. Donc, garder le trésor au sein de la chambre. La chambre, la caméra, c'est pas seulement là où on dort, c'est l'endroit où on garde le trésor, au plus près, au plus profond de la cellule royale, et c'est la reine qui en a les clés. Et les clés que porte la reine à sa ceinture, ou sa servante, sont un élément déterminant de son pouvoir. Elle arbore les clés, et les clés du royaume, c'est à la fois des clés spirituelles et des clés temporelles. Elle joue également un rôle important comme agent d'influence, c'est votre expression, qui est plutôt de notre époque d'ailleurs. Je voudrais que vous preniez les exemples, par exemple, de Berthe au Grand-Pied, ou de Judith, par exemple, qui est la femme de Louis le Pieux, c'est le successeur de Charlemagne, la belle-fille, en somme, de Charlemagne. Exactement. Alors, pour ce qui est de Berthe au Grand-Pied, nous sommes bien documentés, puisque nous voyons qu'elle a été l'agent
l'agent d'influence, le terme est peut-être anachronique, mais on a un mot de l'époque qui n'existait pas à l'époque romaine, c'est celui d'adjutrix. On a féminisé beaucoup de noms. Adjutor existe beaucoup dans l'Antiquité tardive, mais on a fabriqué adjutrix exprès pour les reines carolingiennes. Eh bien, j'observe, je vous interromps, mais j'observe que c'est très contemporain, puisque nous avions fait avec Bernard Cerchiglini, effectivement, une émission sur la féminisation des mots et des fonctions. Voilà une antériorité, une concordance des temps qui mérite d'être saluée. Oui, on en trouverait bien d'autres exemples. Par exemple, la prestigiatorix, celle qui fait des miracles, pour désigner une reine. Donc Bertrade, Berthe, s'est chargée de négocier le mariage de ses fils, Carloman et Charlemagne. Et elle a voulu pour ça conclure une alliance avec une dynastie relativement puissante, qui est la dynastie lombarde, qui à l'époque maîtrise l'Italie. Elle a donc organisé un mariage, elle est allée elle-même à Pavie, en Italie, chercher une fille qu'on appelle Désirée, des mains de son père Didier, roi des Lombards. Desiderata, pour l'amener à la cour franque, c'est-à-dire à Aix-la-Chapelle, où Charlemagne l'a en effet épousée avant que le mariage soit rompu. Mais on voit Bertrade établir aussi la paix entre ses deux fils qui commencent à se disputer la succession, et elle court des rives du Rhin jusqu'aux rives du Tibre, elle voyage énormément, elle va voir le pape, elle va voir le roi des Lombards, bref, elle essaye d'arranger les choses, à tel point que on a pu dire que les reines carolingiennes, leur devise était « Peace and Love ». Elles tâchent d'établir la paix entre les concurrents au règne, et l'amour, cette bénévolentia, cette caritas, c'est l'amour, une vertu augustinienne, qui est la reine des vertus, entre ses fils, entre ses neveux, etc. Peace and love, voilà une concordance des temps que je vous livre. Que je salue naturellement, en vous en remerciant, Laurent Theiss. Parlons de Judith, qui a moins bonne réputation. Judith a connu beaucoup d'avanies. Elle est la deuxième femme de Louis le Pieux. Elle a été recrutée sur son physique, mais également sur sa culture et sur, je dirais, son énergie. Elle a été décrite par Georges Duby, mon maître, comme une impossible virago, ce qui n'était pas très agréable. Et elle a voulu donner une place considérable à sa famille. Elle a été poussée dans la couche du roi par ses oncles, notamment, par son père, par ses oncles, par ses cousins, qui ont voulu prendre place dans le palais, en excluant les amis de la reine précédente. C'est une vie vraiment très romanesque. Très romanesque parce que les enfants, c'est les fils du premier lit, les fils du premier lit de Louis le Pieux, se sont insurgés contre le fils du second lit, auquel le père, qui commençait à regarder le dernier-né avec des yeux peut-être attendris, à la mesure que l'âge le saisissait, eh bien, a voulu donner une place qui a été jugée excessive au futur Charles le Chauve contre l'empereur Lothaire et son frère Louis le Germanique. Ça, franchement, c'est un schéma d'opposition entre les enfants de deux lits successifs qui n'est pas absolument exclusivement réservé à votre période carolingienne. J'en parle doctus comme libro. Pour le reste, une guerre s'en est ensuivie qui a abouti en 830 à la déposition de l'empereur Louis le Pieux et de sa femme Judith, qui a été exilée à Sainte-Croix de Poitiers dans un monastère. Les deux ont réussi à se rétablir, puis rebelote, si je peux me permettre cette familiarité, rebelote en 833, à nouveau déposition de l'empereur, ce coup-ci tondu et mis dans un monastère, tandis que Judith a été expédiée dans un monastère dans l'Italie du Nord, très loin de ses bases, et le Charles le Chauve dans un monastère également très éloigné, très froid, sur les bords du Rhin. Mais Charles le Chauve n'avait pas besoin d'être tondu. Charles le Chauve n'avait pas besoin d'être tondu, mais il avait 10 ans, donc on peut présumer qu'il avait conservé quelque chose de sa chevelure primitive. Et du coup, là encore, Judith, par un coup de rein saisissant, a réussi à se rétablir dans la royauté qu'elle a exercée jusqu'à la mort de son mari en 840. C'est une femme qui peut-être a été appelée Judith, je ne sais pas à quel moment, mais peut-être parce qu'en effet, elle avait subsumé l'énergie de la Judith de la Bible. Donc vous savez qu'elle était dotée d'une énergie redoutable. Elle a échappé à l'ordalie. Elle s'est purgée, comme on dit, par un serment de n'avoir pas entretenu des relations illicites avec le chambrier, dont nous avons parlé tout à l'heure, le chambrier Bernard, qui s'était approché d'elle un peu trop, valant une accusation d'adultère, mais à travers la femme, c'est naturellement le mari, la couronne royale que l'on visait. La femme pouvait apparaître comme le maillon faible dans le couple royal qui faisait de plus en plus corps l'un avec l'autre pour exercer la royauté. Eh bien, puisque nous venons d'avoir un portrait de Judith en pied, une vie très, très même en cap, bousculée, je vous propose d'entendre ce que
Agobard, l'évêque de Lyon, dans son traité spécifique, a écrit contre elle vers 833. Et c'est Inès Benslama qui veut bien nous lire ce texte. Alors que le susdit seigneur et empereur connaissait la tranquillité dans sa maison et le succès dans son palais, qu'il maintenait encore sa jeune épouse dans une réserve déférente à son égard et s'acquittait, selon l'apôtre, du devoir conjugal, les jours passant, comme leur relation avait commencé à tiédir d'abord, puis à refroidir, et que sa femme s'en était trouvée livrée, avec la fin des relations licites, à la débauche, convertie, ou plutôt pervertie, aux relations illicites, elle s'attacha à des personnes habiles à commettre des turpitudes, d'abord en secret, puis effrontément. C'est pourquoi les fils de l'empereur s'enflammèrent d'un zèle légitime quand ils virent la couche paternelle salie, le palais souillé, le royaume troublé et obscurci le nom des Francs qui avaient jusque-là été illustres dans le monde entier. Ils s'insurgèrent chacun, unis par leur pieuse intention de corriger ces crimes, se rassemblèrent, et après l'arrestation des uns et la fuite des autres, l'initiatrice des maux ayant été pour sa part éconduite du palais et conduite sous bonne garde, et son habit royal remplacé par un habit religieux, ils rétablirent leur père dans la paix et un tant soit peu d'honneur. Après que ces actes ont été parfaitement pardonnés par l'immense indulgence des fils, cette femme, par les appas et les faveurs infâmes des désirs charnels et par d'indécentes caresses, fut à nouveau rappelée au palais en tant que dame légitime et préférée aux conseils et aux conseillers. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Voilà une vie bien sinusoïdale, Laurent Theiss, entre heurts et malheurs, que celle de Judith. Eh bien, on voit là très bien comment un parti politique qui a comme porte-voix un des plus grands prélats de la Gaule franque, comment ce parti politique essaye d'atteindre Louis le Pieux à travers sa reine. Et il a bien failli y parvenir parce que tout un clan d'abbés, d'évêques, de grands seigneurs se sont rassemblés en inventant ou en déformant des rumeurs qui tendaient à montrer que la reine avait prostitué son corps. Et le corps de la reine, c'est évidemment un corps charnel, mais c'est aussi un corps spirituel et politique. Et qu'on touche à la reine, le roi, évidemment, s'en trouvait ébranlé. Avant d'en venir à la fragilité de certaines de ces situations que illustre évidemment Judith, un dernier mot sur ce qui peut se saisir de la tendresse véritable entre les époux. Ce ne sont pas seulement des préoccupations diplomatiques qui forcément organisent leur mariage. Voilà par exemple ce que Charlemagne écrit à son épouse Fastrade, celle qui a remplacé la précédente, brutalement décédée après 9 enfants, en septembre 791. Charles, à notre épouse et reine chérie et très aimée, nous désirons t'envoyer par cette lettre un affectueux salut dans le Seigneur et par ton intermédiaire à nos filles bien-aimées et à nos autres fidèles qui demeurent en ta compagnie. Nous avons été étonnés de ne pas voir venir ni lettre ni messager de ta part après notre départ de Ratisbonne. Aussi, désirons-nous que tu nous informes plus souvent de ta santé et de toute autre chose qu'il te plaira de nous dire. Il y a la modernité dans cet écrit. Mais il ne faut pas croire que l'affectivité, qu'elle soit conjugale ou qu'elle soit paternelle ou maternelle, n'appartienne qu'à l'époque moderne. On trouve des accents de tendresse comme cela chez Cicéron, dans sa correspondance avec sa fille. On en trouve aussi à l'époque d'Auguste. On en trouve plus rarement à l'époque mérovingienne parce que l'écriture, qui est un exercice difficile, est consacrée à des choses réputées plus importantes. Mais il n'est pas douteux que dans l'écriture, dans les sentiments, dans des scènes de genre, si j'ose dire, on voit l'affection que se prodigue à l'intérieur du couple ou entre les parents et les enfants, des scènes de tendresse qui, en effet, donnent un certain parfum, une certaine couleur, une certaine attraction à une civilisation, à une culture qui nous paraît par ailleurs si éloignée de nous. Nous venons d'évoquer l'accusation d'adultère. Il y a d'autres éléments d'une fragilité de ces positions qui ne sont pas toujours stables ou assurées. Il y a l'idée que la fécondité, si elle décline de la part des femmes, est un handicap. Et aussi l'idée que le veuvage met les reines en péril.
Voilà. L'infertilité d'abord, qui est naturellement toujours attribuée aux femmes, mais qui est souvent vérifiée parce que, quoique de moins en moins, les rois ont par ailleurs des enfants hors mariage, mais de moins en moins, à mesure que l'époque carolingienne se fortifie. À cause de l'Église ou à cause de l'évolution des mœurs ? À cause de l'évolution des mœurs, qui est elle-même évidemment impulsée et contrôlée par l'Église. Il n'est pas décent, et puis il est dangereux politiquement aussi, d'avoir des enfants hors mariage qui pourraient un jour réclamer leur part de l'héritage. Donc on essaye de passer d'un système cognatique, comme disent les anthropologues, à un système agnatique. C'est-à-dire le système cognatique, c'est le système horizontal, des enfants d'une main ou de l'autre, les frères, les sœurs, les cousins, bref, l'effet de génération. Tandis que le système agnatique, ça va de l'ancêtre vers la descendance, c'est-à-dire en éliminant les branches latérales et collatérales. Voilà. Alors l'infertilité, évidemment, crée une difficulté. Pas complète, parce que vous venez de lire très bien un texte adressé à la reine Fastrade, qui, elle, n'a pas eu d'enfant. Elle n'a été reine que 5 ans, elle n'a pas eu d'enfant. Et elle est morte. Mais Charlemagne n'a jamais songé à la renvoyer. Il a attendu qu'elle soit morte, et d'ailleurs, la reine suivante et la dernière n'a pas fait mieux. Mais avec Hildegarde, il avait déjà été largement pourvu. Il avait des filles d'ailleurs qu'il aimait tellement qu'il ne voulait pas les marier. Alors, et qu'il les faisait baigner dans sa piscine, ce qui était une atteinte aux bonnes mœurs, mais ceci a été relevé bien plus tard, lorsque l'Église a pris un contrôle sur le mariage qu'elle n'exerçait pas encore à l'époque. Écoutez, ce qu'en dit Éginard dans sa Vita Caroli, la vie de Charlemagne, c'est une traduction de Michel Sceaux aux Belles Lettres en 2014. Il dit « L'empereur apportait un si grand soin à l'éducation de ses fils et de ses filles que jamais, s'il était chez lui, il ne mangeait ni se déplaçait sans les avoir avec lui. Ses fils l'accompagnaient à cheval, ses filles venaient ensuite, et une arrière-garde nombreuse, composée d'hommes choisis pour ce service, assurait leur protection. Alors qu'elles étaient très belles et très aimées de leur père, il est étonnant qu'il n'ait jamais voulu en marier une seule, ni à quelqu'un des siens, ni à quelque étranger. Il les garda au contraire, toutes avec lui en sa demeure jusqu'à son décès, disant qu'il ne pouvait se priver de leur compagnie. » Fin de citation. Laurent Theiss, égoïsme ou tendresse ? Écoutez, je partage la surprise d'Éginard, qui était mieux placé que nous le sommes aujourd'hui, pour comprendre ce qu'il en était. Je crois qu'il a voulu éviter que ces filles très nombreuses, 5 si je ne me trompe pas, elles-mêmes contractent des mariages réguliers, et si ces fils légitimes venaient à disparaître, que la royauté franque passe dans d'autres mains par une ascendance féminine. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est produit, parce que ces filles ne se sont pas mariées, mais elles ont procréé avec de hauts fonctionnaires, avec des grands personnages, dont s'est ensuivi une descendance qui, quelquefois, 2 générations plus tard, a cherché noise à la descendance légitime. Donc son système n'a pas marché entièrement, mais malgré tout, imaginons que ces 5 filles se fussent mariées et qu'elles eussent chacune 9 enfants, on serait déjà à 45 descendants, ce qui aurait créé une grande perturbation dans le lignage. Il s'agit tout de même, comme je le disais, de resserrer de plus en plus le tronc au détriment des branches adventices. De fait, on ne peut rien comprendre à cette période au rôle des reines carolingiennes dont nous parlons ce matin, Laurent Theiss, si on n'évoque pas la place omniprésente de l'Église comme incarnation de la divinité. Alors, en effet, les reines étaient bien placées à tous égards pour faire pénétrer dans la société laïque, et même dans l'exercice du pouvoir royal, les vertus et les règles qui lui avaient été enseignées par leur première éducation, mais aussi par leur fréquentation continue du milieu ecclésiastique. Les reines, en effet, étaient sollicitées par les évêques en particulier, et par les abbés aussi, pour faire valoir les intérêts des établissements ecclésiastiques auprès du roi, puisque tout le jeu de l'Église
et du pouvoir royal est celui du don et du contre-don. Si le roi ou si l'aristocratie donne à l'Église, l'Église sera d'autant mieux placée par ses prières, par la transformation des richesses matérielles en richesses spirituelles, prier pour le roi, pour sa famille, pour la pérennité de la royauté franque. Donc on donne et on reçoit. Et l'intermédiaire le mieux placé, c'est la reine qui peut approcher à tout moment du roi, qui sait, par des manœuvres ou par des propos qui lui conviennent, faire valoir les intérêts des ecclésiastiques. On cite volontiers la première lettre de saint Paul aux Corinthiens, le mari qui ne croit pas sera sauvé par la femme qui croit. C'est un verset qui a été en effet beaucoup recyclé à l'époque carolingienne, notamment chez Alcmar, chez Pascal Radbert et chez d'autres intellectuels, et chez aussi Jean Scott Érigène. Le salut du roi peut passer par la reine parce que le rapport avec l'Église est fluidifié par la reine, qui elle-même est créatrice en grande quantité de monastères féminins, de sorte que les congrégations féminines sont presque aussi nombreuses que les masculines à l'époque carolingienne, ce qui ne perdurera pas. Et enfin, le pape a trouvé dans la reine, qu'il accable de compliments, un moyen de parvenir au roi pour protéger les États pontificaux menacés par les Sarrasins ou par des concurrents. Et c'est ainsi que Charles le Chauve, par exemple, est intervenu par 2 fois jusqu'à Rome pour repousser les Sarrasins et les Bénéventins à la prière de la reine Ermentrude, puis de sa successeur Richilde, et le pape et la reine ont entretenu des correspondances, des échanges de cadeaux et notamment de tissus, car la reine est là aussi pour tisser, selon un légendaire qui puise à la fois dans l'Antiquité grecque et dans l'Antiquité vétérotestamentaire. Il est notable, me semble-t-il, Laurent Theiss, que on se réfère à des modèles négatifs et positifs dans les textes sacrés, dans la Bible. Du côté de négatif, il y a Jézabel, Athalie ou Dalila. Et de l'autre, en revanche, il y a Rebecca, qui est admirable pour sa sagesse, Rachel, qui a tellement aimé son époux Jacob, ce qui était très louable, Judith, qui était remarquablement tempérante et vertueuse, et puis Esther, auprès d'Assuérus. On retrouve d'ailleurs les dernières pièces de Racine, Athalie et Esther. Esther est la seule reine des Juifs. Et donc, il n'y a pas eu de reine juive, à part Esther, qu'il était d'ailleurs avec un époux qui ne l'était pas. Et Esther a beaucoup, beaucoup servi. Les grands intellectuels, comme Pascal Radbert, ont écrit des traités sur Judith et Esther, qu'ils ont dédiés soit à la reine Judith, soit à la reine Ermentrude, soit à d'autres, pour trouver dans ces 2 personnes des modèles. Et ces modèles étaient notamment transmis par la liturgie du couronnement et du sacre, où on rappelait aux reines couronnées et sacrées les vertus de cette admirable personne, puisées dans l'Ancien, que vous avez cité, dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau, avec Anne et avec la Vierge elle-même. Et donc, ces noms sonnent très fort, à mesure aussi que les textes bibliques sont transcrits, traduits, réécrits, commentés, interprétés dans cette renaissance carolingienne dont j'ai parlé au début, dont une des manifestations est le commentaire des Écritures. Tous ces noms deviennent familiers. Ma surprise a été qu'à part Judith, dont on ne sait pas bien qui l'a dénommé ainsi, aucun de ces noms, il n'y a ni Rebecca, ni Sarah, ni Rachel, ni Anne, ni personne dans les noms donnés aux reines et à leurs enfants. Et c'est assez surprenant. Nous laisserons cette question ouverte. Et je voudrais que nous terminions notre conversation sur les reines carolingiennes, Laurent Theiss, en revenant sur ce que vous dites de leur rôle dans cette renaissance carolingienne qui est parfois oubliée et qui est si importante. Elles sont à certains égards des femmes savantes, en tout cas elles sont des lettrées et elles jouent un rôle important. D'où d'ailleurs des louanges hyperboliques d'un certain nombre de clercs de l'époque. Donnez-nous un exemple. Eh bien, voici un poème que l'évêque Théodulphe d'Orléans, qui était d'origine espagnole, a écrit pour la reine Liutgarde, donc 4e épouse de Charlemagne, vers 795. C'est une traduction, bien entendu. Ô puissante reine, ô gloire du grand roi, ô lumière, ô gloire vivante du peuple et du clergé, puisse le Père Très-Haut te garder longtemps en vie. Puisses-tu être utile au peuple et à l'Église de Dieu. Toi, lumière et splendeur, tu es l'insigne gloire du royaume. Toi, par ta piété, tu resplendis de gloire, uni au roi pieux, à lui donner, en récompense de son mérite, lui que Dieu élève et comble
de toutes choses bonnes. Toi, tu travailles nuit et jour pour aider le roi, et toujours tu élèves le nom de Dieu vers les hauteurs. Tu es belle par ton corps, mais plus belle encore par ton esprit. Je ne sais en lequel des deux tu l'emportes. Tu es belle par tes paroles pleines d'intelligence, mais plus belle par tes actes. Dans les deux, cependant, tu es seule à te vaincre. Que le Créateur, qui t'a accordé de vouloir faire de si bonnes actions, te donne de les accomplir, et qu'il t'aide sans fin. Les reines sont inspiratrices de nombreux textes, pas seulement celui-ci, et pas seulement ceux qui respirent un peu la courtisanerie. Elles sont à la fois commanditaires et réceptrices de ces louanges qui naturellement rejaillissent sur le roi. C'est parce que la reine est belle et sage que le roi qui a fait le bon choix reçoit des éclats de ses parures. Et en même temps, ces louanges, en effet hyperboliques, disent quelque chose de vrai. Cette reine, Ludegarde, elle est capable de comprendre ce latin extrêmement versifié. Et le texte latin est beaucoup plus sophistiqué que la traduction qu'ils lui ont donnée. Il y a là des mots rares, quelques apax, d'autres qui sont tirés du grec. Et nous avons la preuve qu'au moins la reine Hermentrude comprenait le grec. Et Ginard affirme que Charlemagne le comprenait aussi ou le parlait un peu. Oui, ça c'est une flatterie destinée à son fils Louis le Pieux, parce qu'en réalité il ne comprenait pas du tout. Et Charlemagne ne savait pas écrire. Alors bon. Ce qui est tout de même quelque chose de rare, parce qu'il était un peu brut de décoffrage, il était seulement le deuxième de sa génération. Charles le Chauve, son petit-fils, lui, manie les lettres avec beaucoup de dextérité, et d'autres encore plus dans la suite des temps. Comme les femmes que vous évoquez. Voilà, ces femmes peuvent, pour l'amour du grec, on peut les embrasser, et ça ne manque pas. Chacun a reconnu une allusion aux femmes savantes de Molière. Et d'autre part, elles arrivent justement à rentrer en contact avec les clercs, avec les prêtres et avec les évêques, aussi avec le pape, parce qu'elles ont cette culture qui est d'ailleurs souvent transposée du modèle byzantin. Beaucoup de Byzance a été récupéré par les Francs, parce que Byzance, à l'époque, reste encore un horizon, une référence indépassable. C'est quand même la succession directe de l'Empire romain. On a même évoqué à un moment donné un mariage possible entre Irène et Charlemagne. Exactement. Ce mariage n'a pas eu lieu parce que l'impératrice Irène, finalement, s'est dégonflée. Mais on voit que, par exemple... Je vous laisse cet adjectif. Voilà. Pour une impératrice. Mais d'autre part, les costumes, les liturgies royales ou impériales ont été souvent empruntés à Byzance. Ces reines, sauf Berthaud Grandpied et Mercy Villon, sont assez largement oubliées. On ne les retrouve guère dans nos manuels, en tout cas jusqu'à la publication de votre livre et d'un certain nombre d'autres historiennes remarquables récemment. Pourquoi? Comment? Alors les silences sont toujours plus difficiles à expliquer que les discours, mais on voit que le rôle et donc la mémoire des reines a décliné à mesure que les pouvoirs royaux eux-mêmes déclinaient. À partir des années de la fin du premier tiers du Xe siècle, c'est-à-dire après le roi Louis IV d'Outre-mer, dont la femme était encore très puissante, la reine Gerberge, eh bien les trois générations suivantes ont peu à peu décliné. Et comme le couple royal, au fond, baissait dans l'idéologie et dans la pratique réelle, la reine s'est trouvée entraînée. Et surtout, l'âge féodal, qui marque une dissémination des pouvoirs à l'intérieur d'une société nouvelle où les aristocraties prennent le pas sur la royauté dans les faits et dans les pouvoirs, eh bien les reines se sont trouvées elles-mêmes dévaluées. Et puis, il faut bien le dire aussi, la société, ce qu'on appelle la société féodale, celle qui va du XIe à la fin du XIIIe siècle, dévalue considérablement la condition féminine. Il faut bien voir que l'Église et ses valeurs reculent au XIe siècle. La reconquête se fera par la papauté, mais elle mettra beaucoup de temps à reconquérir les positions qu'elle exerçait au IXe et Xe siècle. L'Occident est plus chrétien, en tout cas dans ce que nous voyons, à l'époque de Charlemagne, de Charles le Chauve et jusqu'à Hugues Capet, que dans la génération suivante. Et donc ça a inspiré l'historiographie jusqu'au XXe siècle, jusqu'à un certain nombre... On n'avait pas, au fond, de référence présentable entre la reine Gerberge, dont je viens de parler, qui déjà n'était plus très célèbre, mettons plutôt Judith un siècle plus tôt, et la régente Blanche de Castille. Entre les deux, il y a quand même 3 siècles, quelle reine pourrait-on citer ? On n'en a aucune sauf Anne de Kiev pour faire plaisir aux poutinophiles. Et puis avant, Clotilde, la femme de Clovis, qui était entretenue, dont la mémoire était entretenue par l'Église catholique. Qu'on a réinjecté, mais d'ailleurs assez tard. Une première fois à l'époque carolingienne, et en fait beaucoup plus tard, à l'époque de la guerre de 100 ans. Clotilde connaît, et d'ailleurs les Francs, les Carolingiens connaissent un regain de publicité dans la mémoire à partir de la guerre de 100 ans. Et jusque dans les manuels de la Troisième République. Merci beaucoup Laurent Teitz de nous avoir
permis de restituer la place, l'importance, le rayonnement, la chaleur de ces reines carolingiennes. Titre de votre livre, avec comme sous-titre, je le rappelle, Berthe, Hildegarde, Judith et les autres. Vous êtes spécialiste, biographe reconnu des rois de l'époque, avec Clovis, Dagobert et je n'oublierai pas Robert le Pieux. Plusieurs de vos biographies ont été d'ailleurs réunies dans la belle collection bouquins de Robert Laffont en 2023. Vous avez également écrit un livre sur Charles le Chauve chez Gallimard en 2021, L'Empire des Francs. Et puis, je salue les ouvrages de plusieurs historiennes dont on trouvera les titres avec précision sur notre site. Les ouvrages de Régine Lejean, de Emmanuel Santinelli-Folz et de Geneviève Burer-Thierry. Et puis, je voudrais garder quelques instants pour parler une autre façade de votre talent et de votre compétence, c'est-à-dire le 19e siècle. Vous êtes président honoraire de la Société d'histoire du protestantisme, vous avez fait une biographie très remarquée de Guizot, vous avez publié ses lettres à sa fille, et vous avez donné tout récemment un ouvrage consacré à Ximénez d'Oudan, une perle inconnue, en effet, en tout cas inconnue de moi et de la plupart. Dites-nous un mot de ce livre qui peut beaucoup intéresser. Eh bien, une perle inconnue, c'est une formule de François Guizot lui-même, que vous citiez à l'instant, pour le désigner à ses contemporains. Ximénez d'Oudan est quelqu'un qui, en son temps, a été considéré, c'est un mot de Sainte-Beuve, comme la conscience littéraire de ses contemporains, et de ses contemporaines aussi. C'est une espèce de pion qui est venu du nord de la France, qui s'est installé à Paris de façon très balsacienne, et qui est devenu, par un concours de circonstances, le précepteur du fils handicapé d'Albertine de Staël, la fille de Madame de Staël, qui avait épousé le duc Victor de Broglie, plus tard président du Conseil et ministre des Affaires étrangères. Et il s'est incrusté dans cette maison en 1825, il n'a jamais quitté jusqu'en 1872, devenant peu à peu le précepteur de ce fils tardif, mais des autres enfants d'Albertine de Staël, elle en avait 4, puis des petits-enfants, puis des neveux, puis des nièces, et qui est devenu chef de cabinet du président du Conseil, et qui était quelqu'un que Antoine Compagnon, qui lui a consacré une leçon au Collège de France, désignait comme un célibataire de l'art. Vous savez, c'est une notion qu'on trouve chez Proust. Et d'ailleurs, Ximénez d'Oudan a inspiré un personnage de Proust, et son nom est cité dans La Recherche du temps perdu. Et c'est quelqu'un qui, de son vivant, était un lecteur infatigable, peut-être parce qu'il était célibataire, et qui faisait la chronique de tous les livres, de toutes les parutions, et qui connaissait le monde entier. Villiers d'Isle-Adam, Barbé d'Aurevilly, Henry James, Prosper Mérimée, Stendhal. Beaucoup ont loué ses capacités littéraires, son autre genre, son tact, et il a tenu une correspondance qui éclaire, pendant 3-4 décennies même, qui éclaire la vie intellectuelle, politique, artistique de tous les contemporains. Correspondance dans laquelle les historiens ont beaucoup puisé. Même si ne nous dites pas s'il connaissait bien nos reines carolingiennes, j'ai souhaité qu'on lui redonne vie à la fin de notre conversation. C'est un prince des lettres. Laurent Theis, merci beaucoup. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée notamment par Jeanne Guéroux et réalisée par Baptiste Dupin, avec Alexandre James à la prise de son, avec Keating Wang à la discothèque, et pour les archives de l'Institut national de l'audiovisuel, Arnaud Plançon. Samedi prochain, dans Concordance des temps, nous parlerons de Léopold Sédar Senghor. Senghor, négritude et universelle. Et nous recevrons pour cela Elara Berthaud. Samedi prochain, vous retrouverez à 9h le cours de l'histoire de Xavier Mauduit, qui va consacrer sa semaine à la santé et à la sécurité au travail.